Effectivement, les Gaulois, ça devient vraiment nos ancêtres qu'à la Troisième République, parce que la Troisième République est née sur une défaite, donc elle peut accepter l'idée de défaite. Par ailleurs, la Troisième République est en train de constituer un empire colonial, donc on va trouver dans les livres d'histoire comme ceux d'Ernest Lavis distribués en millions d'exemplaires aux petits Françaises et Français, de même que nous avons été civilisés par les Romains, de même nous sommes en train de civiliser les sauvages, entre guillemets, dans les pays africains et asiatiques. Donc c'est là qu'effectivement ce roman se met en place, qu'on pourrait penser plutôt progressiste, entre guillemets, puisque c'est dans le cadre de l'école, enfin l'école obligatoire et gratuite pour tout le monde, mais qui va devenir en partie effectivement un discours conservateur, puisque par exemple les Gaulois vont être récupérés par Pétain, parce que c'est le même schéma, la France est vaincue, mais grâce à une collaboration efficace avec les vainqueurs, un ordre nouveau va pouvoir naître, et Pétain fait des cérémonies sur le plateau de Gergovie, il y a des affiches qui montrent le guerrier gaulois mettant la main sur l'épaule du jeune Français, des affiches qui sont reprises exactement telles quelles par le Front National bien plus tard. Donc effectivement, les malheureux Gaulois sont des fois pris en otage sur un certain nombre de sites d'extrême droite, par exemple, où on dit « nous les Gaulois » par opposition avec tout ce qui serait étranger. Jean-Paul Demoule, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir sur l'Étincelle, un média pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Vous êtes archéologue et vous venez de publier La France éternelle, une enquête archéologique aux éditions La Fabrique. Et dans ce livre, vous retracez l'arrivée des premiers humains sur le territoire qui deviendra la France il y a plus d'1 million d'années. Chapitre après chapitre, vous démontez l'idée développée par le général de Gaulle et un certain nombre de politiques en France que la France viendrait du fond des âges, et pour montrer au contraire qu'elle s'est construite comme une mosaïque de société, de langues et de production matérielle, dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, pour commencer cet entretien, vous êtes archéologue, c'est un métier qui fascine beaucoup d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi concrètement qu'est-ce qu'est concrètement l'archéologie et depuis quand la pratique-t-on ? Parce que souvent on parle par rapport à l'histoire de Hérodote et de pratiques anciennes. Est-ce que vous pouvez nous revenir rapidement, brièvement sur cette histoire de l'archéologie et comment se passe, qu'est-ce que concrètement le métier d'archéologue ? C'est un métier qui a beaucoup changé. L'un des plus vieux textes archéologiques, entre guillemets, qu'on ait, c'est un roi de Babylone, Nabonide, 7e siècle avant notre ère. Les travaux tombent par hasard sur le temple d'Hammurabi, qui est plus vieux de 1500 ans. Et Nabonide est très content, donc il fait faire les fouilles, il fait restaurer le palais. Il nous a laissé une brique inscrite où il dit que vraiment, il était extrêmement content. Et d'une certaine manière, il se met un peu l'égal de Hammurabi, ce qui donne déjà un peu plusieurs des aspects de l'archéologie, c'est-à-dire l'excitation de la découverte, les techniques mises en place, il raconte, mais aussi l'éventuelle manipulation du passé, dans la mesure où là, il va se mettre à l'égal de Hammurabi. Néanmoins, pendant longtemps, l'archéologie va plutôt être le fruit de découvertes du hasard. Par exemple, ça commence à décoller à la Renaissance, quand la papauté à Rome se met à beaucoup construire, et donc on tombe sur des tas de vestiges de la Rome antique, notamment un célèbre groupe de statues qu'on appelle le Laocoon, mais les vraies fouilles le répertorié commence vraiment, c'est-à-dire, comme on appelle programmé, c'est-à-dire volontaire, commence vraiment avec les fouilles de Pompéi. Pompéi va également être découvert par hasard, mais ensuite, le roi Tlay du coin, là, de Naples, va mettre en place des fouilles qui vont durer jusqu'à aujourd'hui, avec évidemment des méthodes de plus en plus fines. Alors pour la France, une des découvertes les plus anciennes qu'on connaisse, c'est en Normandie au XVIIe siècle. C'est assez récent en fait, en fin de compte.
Oui, 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 c'est en Normandie, à Cocherel, où on trouve une tombe mégalithique avec un certain nombre de squelettes à l'intérieur qui va être publié. Mais néanmoins, en France, ça traînera toujours un peu parce que le passé le roman officiel, il commence à Alésia avec une défaite par des Gaulois qui sont décrits par leurs vainqueurs comme des espèces de sauvages. Donc c'est pas un passé glorieux. Donc les rois de France, ils descendent d'un nommé Francion, qui aurait été un des princes pendant la guerre de Troie, récit de l'Iliade. Et les aristocrates descendent des Francs. Donc les Gaulois vont pas vraiment être nos ancêtres avant la Troisième République, quand avec l'école gratuite, laïque et obligatoire, on construit vraiment le roman national et on peut partir des Gaulois puisque la Troisième République se fonde aussi sur une défaite, celle de Napoléon III face à la Prusse. Donc là, on peut effectivement construire le roman national, mais néanmoins, c'est pas intéressant pour les élites. Donc, la France va fonder en 1846 l'école française d'Athènes pour faire les fouilles en Grèce, et seulement en 2002 l'Institut national de recherche archéologique préventive qui est chargé des fouilles préventives, donc avant la destruction des sites par les grands travaux. Donc, le reflet direct de ça, c'est le musée du Louvre. Hein. Dans toutes les capitales du monde, vous avez un grand musée où on expose toutes les découvertes archéologiques et historiques. Et en France, on a bien un grand musée, c'est le Louvre, dans lequel il n'y a aucun objet qui vienne du territoire national. Il faut aller à Saint-Germain-en-Laye, au musée d'archéologie nationale, très loin de là, à plus d'une demi-heure de Paris en RER, et un musée qui bénéficie de très peu de moyens. Symptôme tout récent, la directrice du Louvre, Madame Decars, se plaint qu'il lui manque 600 millions et on lui fait tout de suite un chèque et personne ne pense au musée de Saint-Germain-en-Laye pour lequel 2 ou 3 millions suffiraient. Et de même, aucun des présidents n'a pensé d'en faire un de ces grands travaux qui sont une des marques du D'ailleurs, vous en parlez régime. avec même Macron Oui. récemment avec le décret de Villers-Cotterêts. Oui, D'ailleurs, c'est ça. on en parlera aussi de ça. Oui, Mais il me semble que vous avez participé même à l'élaboration de la loi sur l'archéologie préventive. Oui. Et justement, quels sont aujourd'hui les moyens qui sont dotés à l'archéologie? Comment ça se passe pour identifier un site archéologique? D'autant que, par exemple, il peut y avoir des travaux et puis peut-être ces travaux-là sont faits sur des sites archéologiques, sur des fouilles. Oui, pendant longtemps, justement, comme il n'y avait pas d'archéologie professionnelle travaillant vraiment sur la France, c'était juste des archéologues amateurs qui s'intéressaient à leur terroir, qui faisaient des découvertes ou qui ramassaient un peu ce qui restait après les bulldozers. Donc toute ma génération, on s'est battu pendant 30 ans pour qu'il y ait une loi, puisque il n'y avait pas de loi qui obligeait les aménageurs détruisant un site à payer, contrairement à tous les autres pays d'Europe et beaucoup de pays du monde. Donc il y a d'abord eu une convention européenne dite de Malte en 1992 qui obligeait les pays signataires à développer l'archéologie préventive. Et enfin, en 2001, effectivement, comme vous dites, et j'ai fait partie de la commission qui a travaillé sur cette loi en 2001, donc on a eu enfin une loi qui dit deux choses. Les aménageurs, les gros aménageurs, évidemment pas les individus construisant leur jardin, les aménageurs doivent payer pour les fouilles archéologiques, et ces fouilles archéologiques sont réalisées pour l'essentiel par un institut créé ad hoc, donc l'INRAP, que j'ai présidé de sa création à la fin de mon deuxième mandat en 86. Donc il y a eu ce grand retard, mais néanmoins, petit à petit, comme vous disiez, les techniques se sont affinées. Alors, beaucoup de découvertes se font effectivement grâce à l'archéologie préventive, qui représente à peu près 90% des fouilles. Ouais. Pour donner une idée, quand on fait maintenant des sondages systématiques sur le futur tracé d'une autoroute,
à peu près 10% de la surface qui va être impactée. On trouve un site archéologique important à peu près tous les kilomètres. Donc il faut se souvenir que tout ce qui s'est fait avant les années 70, les 30 Glorieuses, le premier réseau d'autoroutes, si vous allez de Lille à Nice, il y avait 1200 kilomètres et donc 1200 sites disparus sans laisser de traces. Donc à partir de la loi sur l'archéologie préventive, quand il y a présomption de site, nos collègues archéologues du ministère de la Culture en région prescrivent des sondages préalables pour savoir si effectivement il y a quelque chose. Donc ça peut être fait soit par l'INRAP, soit pour des services de collectivités territoriales. En tout cas, ça doit être des services publics pour éviter qu'il y ait des entreprises spécialisées dans le fait de rien trouver. Et ensuite, il y a 4 possibilités. Ou bien c'est trop important et on touche pas, ça arrive une ou 2 fois par an. Ou bien il n'y a rien, tout le monde est content. Ou bien il y a quelque chose, mais c'est pas suffisant pour déclencher des fouilles, donc on va enregistrer, ou bien il y a des fouilles vraiment. Et donc en France, il y a chaque année à peu près 2000 opérations de sondage et 500 fouilles proprement dites. Ouais. Et après, c'est tout listé sur une base de données. Ensuite, effectivement, c'est fait plus de la moitié par l'INRAP, un tiers par des services de collectivité et puis à peu près 20% par une dizaine d'entreprises privées. Donc à chaque fois, puisque c'est payé par les aménageurs, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs parce que c'est l'aménageur qui va choisir celui qui intervient. C'est pas le ministère de la Culture. Mais bon, c'est comme ça. Et donc effectivement, il faut remettre un rapport de fouille qui est le minimum, quoi, ce qu'on a trouvé, inventaire des objets, etc. Et ça, effectivement, c'est sur une base de données qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, sinon il y a des risques de pillage. Il y a quand même à peu près de 200 000 personnes en France qui ont des détecteurs de métaux. Ouais. Et alors, s'ils cherchent les bijoux perdus sur les plages, ça ne nous dérange pas. S'ils cherchent des objets archéologiques, ça, c'est interdit, mais il y a quand même des dérapages. Ouais, c'est possible. Vous parliez tout à l'heure du roman national. Oui. Est-ce que et d'ailleurs, c'est le sujet de ce bouquin, de La France éternelle, une enquête archéologique. Oui. Et il est présent, que ce soit tant à gauche comme à droite, on se réfère beaucoup au roman national. Il y a beaucoup de mythes qui sont véhiculés. Est-ce que justement, le fait qu'il y ait ce roman national-là qui existe, ça pose pas problème dans l'orientation de l'archéologie dans l'identification, parce que peut-être que les politiques de ce fait-là vont orienter l'histoire dans leur sens, dans le sens du roman national, plutôt que dans le sens justement de scientifique, dans le sens scientifique, dans l'intérêt scientifique. En fait, il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que un certain nombre d'hommes politiques disent notre glorieux passé n'est pas enseigné assez à l'école, Napoléon, Louis XIV, etc. Mais ça va être les mêmes politiques qui, plus pour des raisons économiques, vont s'opposer très régulièrement à l'archéologie. Pour prendre quelques exemples, pendant le quinquennat de François Hollande... Jean-Marc Ayrault. Pardon. Jean-Marc Ayrault, je crois, c'est l'exemple... Jean-Marc Ayrault était justement... il s'est amélioré petit à petit, mais c'était un des pires maires sur Nantes. Et sous le quinquennat Hollande, il y a eu un projet de simplification de l'économie, et une des mesures proposées par les 2 rapporteurs était l'archéologie, on en fait le moins possible. Il y a 2 ans, la ministre de la Culture en charge de l'archéologie, Madame Dati, visitant la restauration d'un château où le châtelain a été obligé de faire des fouilles parce qu'il faisait des trous partout, elle a dit quand même il ne faut pas faire des trous pour le plaisir de faire des trous. Donc on a rédigé une tribune de protestation collective dans le journal Le Monde. À peu près en même temps, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, a fait annuler un arrêté de fouille dans la vallée de la Vésubie, parce qu'en fin de compte, c'est toujours le préfet qui signe. Et donc, il a fait annuler. Et cette année, il y a un projet de loi de nouveau sur la simplification de la vie économique. Et un des articles prévoyait
pour les grands projets d'intérêt national, on ne fait pas d'archéologie du tout. Et donc là, il y a eu des protestations. Donc, pour l'instant, la loi n'est pas définitivement votée, mais en principe, l'article a été retiré. Mais bon, on verra ce que ça donnera. Tout ça pour dire que, par rapport à votre question, effectivement, il y a des gens plutôt du côté droit de l'échiquier politique qui vont se soucier de notre glorieux passé qui ne serait pas assez bien traité. C'est les mêmes qui vont inspirer des parcs à thème extrêmement éloignés de l'histoire réelle. Et d'un autre côté, c'est les mêmes comme le Puy du Fou, par exemple. Oui, au hasard. Il y a un excellent livre qui s'appelle Le Puy du Faux, fait par 3 ou 4 historiens qui se sont donné la peine d'y rester une semaine pour voir et qu'on décrit comment il y avait cette torsion de l'histoire. Le grand historien Patrick Boucheron s'est aussi infligé cet exercice et l'a publié. Et il n'y a pas que le Puy du Fou, il y a eu dans la ville de Moulins, dans l'Allier cet été, une série de spectacles qui s'appelait Murmure dans la cité, qui était uniquement aussi branché sur ce côté très biaisé du roman national. Et quand on leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas parlé de la Révolution française, ils ont dit « Ah, c'est une période controversée, donc on ne pouvait pas l'aborder ». Donc c'est effectivement une espèce de paradoxe, sinon de schizophrénie française, mais qui remonte à loin, puisque la vraie archéologie, c'était l'Orient, la Grèce et Rome. Ouais. En vrai, c'est intéressant. Enfin, on en reviendra après, mais ces mêmes personnes-là, elles parlent souvent du fait qu'aujourd'hui, on est confronté à un grand remplacement. Et en réalité, dans le bouquin, ce qu'on m'a montré, c'est s'il y a eu grand remplacement, en fait, c'est de tout temps qu'il y a toujours eu de grands remplacements. Et il y a toujours une mutation, en fait, avec diverses populations, avec diverses religions, et, avec diverses cultures. Mais ça, on y reviendra après. Et, parce qu'en vrai, avant d'en venir à la France, il y a aussi un sujet que vous traitez dans le livre, c'est... Vous écrivez que l'Europe, c'est une invention des Européens, puisqu'on est en vrai, quand on regarde même la carte, on est c'est l'Eurasie plutôt. À partir de quel moment il y a cette mutation où on se dit non, l'Europe, c'est pas. On doit se détacher de l'Asie. C'est à partir de la Renaissance, mais surtout au XVIIIe siècle, où les Européens veulent se faire un continent tout seul. Et l'Europe, c'est le seul continent qui n'est pas clairement délimité par des mers comme tous les autres. Donc, effectivement, ils veulent avoir un continent à tout seul. C'est le moment où, au XVIIIe siècle, on définit les races aussi. Avant, ça n'existait pas puisque tout le monde descendait d'Adam et Ève, hein, même si le racisme existait, mais c'est un autre aspect du problème. Donc, on invente des races et on va aussi inventer un récit des origines propres à l'Europe, puisque jusque-là, c'était la Bible, le récit des origines, le monde créé il y a 6000 ans, etc. Mais en même temps, la Bible, c'était ambigu, puisque la Bible, on la devait aux Juifs, et les Juifs, c'est ceux qu'on allait exterminer quand il y avait un problème, la peste, etc. Donc, au XVIIIe siècle, on commence à dire effectivement que nos vrais ancêtres, c'est le peuple qui parlait, le peuple originel qui parlait la langue indo-européenne, fondatrice de toutes les langues indo-européennes à venir. Donc ça, c'est effectivement au niveau de toute l'Europe. Avec les théoriciens comme Gobineau, pour le racisme... Enfin, Oui, Gobineau, Vacher de la Pouge, etc. Avec le paradoxe, c'est qu'à la fin du 19e siècle, les biologistes et les anthropologues abandonnent l'idée de race parce qu'ils s'aperçoivent qu'il n'y a jamais de limite claire, hein, qu'on peut aller des Esquimaux, des Inuits jusqu'aux Zoulous sans qu'il n'y ait jamais de frontières. Donc on abandonne l'idée de race. Ça amène aux plus grandes catastrophes, comme on l'a vu, que ce soit l'esclavage ou même derrière aussi même le génocide. Le génocide des Arméniens, le génocide des Juifs. Bien sûr, oui. Et c'était avec notamment Claude Lévi-Strauss, avec Race et Histoire aussi, qui a un basculement aussi dans Oui, mais c'est après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, la fondation de l'ONU et de l'UNESCO, qu'effectivement Claude Lévi-Strauss écrira ce livre.
Mais est-ce que, si vous avez déjà rencontré des politiques, est-ce qu'ils vraiment ils y croient en ce roman national, en ce récit qu'on se raconte et ce récit qui nous est souvent même dit? Moi-même, je suis surpris, que quand j'étais au lycée et ce que j'ai appris, par exemple, à la fac et à l'école, Oui. par la suite, ce soit totalement différent. On approfondissait l'histoire, on approfondissait, les choses et j'ai l'impression que parfois les politiques, ils y croient réellement en ce mythe, à ce roman national et même ce récit dont on vient de décrire même, au niveau européen. Ouais, c'est-à-dire, ils l'ont appris à l'école, ils ont ça en arrière-fond, c'est pas forcément, ils ont d'autres qualités, mais c'est pas forcément leur culture historique et la lecture de l'état actuel de la recherche archéologique qui va être leur fort. Donc c'est aussi ça la question. C'est, à partir de quand qu'il y a les premières traces parce que vous citez par rapport à De Gaulle et sa phrase Mm. du fond des âges. En fait, ce que vous montrez dans le bouquin, c'est que du coup, successivement, il y a des populations qui sont venues Oui, en France. Donc on peut dire que dès le départ, il y a eu, une installation, mais aussi des grands remplacements, des oui, grandes oui, oui, mutations. On a commencé, vous parlez notamment des agriculteurs qui sont venus du Proche-Orient oui. et des différents mouvements successifs. À partir de quand on a commencé à avoir une trace de la population justement sur ce qu'on appelle aujourd'hui la France? Les premières traces humaines, c'est un peu plus d'un million d'années. En fait, pendant plusieurs millions d'années, les premières formes humaines connues actuellement, c'est 6-7 millions d'années en Afrique. Mmh. Et ils évoluent, hein, c'est la sélection naturelle, les individus qui par le hasard de la loterie génétique, sont mieux adaptés par rapport à un environnement donné, vont vivre plus longtemps et avoir plus d'enfants. Bon, donc cette évolution, elle se fait en Afrique et il y a 2 millions d'années, ouais, à peu près, on arrive à une forme qu'on appelle Homo erectus, qui se tient complètement droit, contrairement aux espèces précédentes, qui a la bipédie, qui a aussi d'autres conséquences. Et certains erectus, par curiosité, comme ça, certains à chaque génération vont aller un peu plus loin, donc ils vont sortir d'Afrique sans savoir qu'ils sortaient d'Afrique et ils vont se répandre dans toute l'Eurasie jusqu'à partir de millions d'années, donc jusqu'à la Chine et à l'Indonésie vers l'Est et jusqu'à la France, l'actuel territoire français et l'Angleterre vers l'Ouest. Donc dans l'état actuel de la recherche archéologique, c'est vers 1 million et quelques, effectivement, qu'on a les premières traces humaines, hein, qui sont pas encore des Homo sapiens, il faudra attendre plusieurs centaines de milliers d'années, mais qui sont les premières traces humaines. Donc c'est pour ça qu'on peut dire effectivement que les premiers Françaises et Français sont des immigrés venus d'Afrique, puisque avant il n'y avait pas de traces humaines. Ce qui est intéressant avec la phrase de Gaulle, c'est qu'ils disent du fond des âges, mais au final, ce que vous montrez aussi dans ce livre, c'est que la France, en vrai, elle se constitue en tant que nation que tardivement. Oui, L'idée de nation arrive enfin, c'est récent, c'est oui, à peine 3 siècles. oui. Et malgré tout, il sort cette phrase-là, alors qu'en fait, même le territoire n'était pas forgé à ce moment-là. Et puis, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est au gré de toutes ces interventions, Oui. de toutes ces migrations, que ce territoire se forge aussi au gré de guerres aussi. Ouais, ouais. Oui, bah c'est effectivement toute la partie. Alors, je ne sais pas, à l'époque où De Gaulle écrit ça, encore que ça paraît en 1969. C'est la première phrase de ses mémoires d'espoir, donc son dernier livre. La préhistoire est quand même relativement développée. Donc, mais c'est vrai qu'il ne va pas rentrer dans les détails et il dit ça vient du fond des âges, mais il le dit par moi, j'ai souhaité le prendre au pied de la lettre et donc je commence là où il y a effectivement des premières traces humaines. Alors là, je l'explique d'une manière peut-être un peu plus aride. J'ai sorti exactement en même temps, cet automne, une incroyable histoire de la préhistoire aux éditions Les Arènes, justement, avec un excellent scénariste, Benoît Simin, et un dessinateur, Luc Allandet, pour que de manière un peu moins aride, on raconte cette même histoire à l'échelle du monde, mais et qu'on puisse visualiser et qu'on voit aussi les débats qu'il peut y avoir autour de la préhistoire. Avec des éléments plus scientifiques et moins fantasmés.
sur notre histoire. Hein. Oui, oui, mais on peut, on peut dire des choses très sérieuses en bande dessinée, effectivement, aussi, pour le faire d'une autre manière pédagogique que celle d'un livre. Il y a pas d'image dans mon livre, mais il y a quand même une douzaine de cartes, j'essaie, pour montrer à chaque période quel était le territoire qu'on ne pourrait pas appeler la France. Ouais. Bah là, le livre, je trouve déjà très accessible. Il permet vraiment de comprendre. Il y a des moments clés de notre histoire. Et donc, c'est assez accessible pour quelqu'un par exemple, la partie préhistorique, c'est pas quelque chose que je maîtrise et j'ai trouvé particulièrement accessible dans ce livre. Il y a aussi des clichés qui sont beaucoup véhiculés aujourd'hui par rapport notamment à nos ancêtres qui seraient les Gaulois. Vous en parliez dans l'introduction tout à l'heure, le fait que c'est né d'une défaite. Alors pourquoi on en est venu à se dire que nos ancêtres sont les Gaulois alors que même le nom de la France n'est aucunement rattaché à cette partie-là. D'autant qu'il y a beaucoup d'invasions en plus. Non, c'est pas notre nom effectivement est rattaché aux envahisseurs francs, mais on est en train de parler français et ça n'a pas de rapport avec les francs. C'est l'évolution du latin, c'est une langue romane avec beaucoup d'autres ajouts. Effectivement, les Gaulois, comme on le disait tout à l'heure, ça devient vraiment nos ancêtres qu'à la Troisième République, parce que la Troisième République est née sur une défaite, donc elle peut accepter l'idée de défaite. Par ailleurs, la Troisième République est en train de constituer un empire colonial. Donc on va trouver dans les livres d'histoire comme ceux d'Ernest Lavis distribués en millions d'exemplaires aux petits Françaises et Français que de même que nous avons été civilisés par les Romains, de même nous sommes en train de civiliser les sauvages, entre guillemets, dans les pays africains et asiatique. Donc c'est là qu'effectivement ce roman se met en place, qu'on pourrait penser plutôt progressiste, entre guillemets, puisque c'est dans le cadre de l'école, enfin l'école obligatoire et gratuite pour tout le monde, mais qui va devenir en partie effectivement un discours conservateur, puisque par exemple les Gaulois vont être récupérés par Pétain, parce que c'est le même schéma. La France est vaincue, mais grâce à une collaboration efficace avec les vainqueurs, un ordre nouveau va pouvoir naître. Et Pétain fait des cérémonies sur le plateau de Gergovie. Il y a des affiches qui montrent le guerrier gaulois mettant la main sur l'épaule du jeune Français, des affiches qui sont repris exactement telles quelles par le Front National bien plus tard. Donc effectivement, les malheureux Gaulois sont des fois pris en otage. Il y a un certain nombre de sites d'extrême droite, par exemple, où on dit « nous les Gaulois » par opposition avec tout ce qui serait étranger. Ou même Nicolas Sarkozy, qui disait notre ancêtre c'est Vercingétorix, nos ancêtres sont les Gaulois. Oui, c'est ça, où le président de la République, Emmanuel Macron, parlant des Gaulois réfractaires, par exemple, comme Français jamais contents. Puis ce qui est intéressant, c'est aussi avec cette réfractaire par rapport même aussi au changement qu'impulsent aussi les Romains aussi. Oui, en principe, d'après lui. Alors que les Gaulois, si on est sérieux, ils appartiennent à ce qu'on appelle la civilisation celtique qui s'étend de l'Angleterre jusqu'à la République tchèque, en passant par le sud de l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Donc c'est beaucoup plus que l'actuel territoire français. Lequel territoire français, symétriquement, n'est pas du tout homogène, puisque César, dans la première phrase de la guerre des Gaules, quand il décrit justement sa conquête de ce qu'il appelle la Gaule, qui est pour lui beaucoup plus une notion géographique, dit « La Gaule tout entière est divisée en 3 parties qui n'ont aucun rapport du point de vue des langues, des lois et des institutions. » Simplement, effectivement, comme les Gaulois étaient en train de constituer une série de petits États, de cités-États, une 60aine sur le territoire français actuel, et ils n'avaient pas encore complètement l'usage de l'écriture. Donc on n'a pas le témoignage des Gaulois sur eux-mêmes, mais ce que montre l'archéologie, justement, par rapport à la vision qu'il pouvait y avoir dans les livres d'histoire du 19e siècle,
c'est que les Gaulois, ils vivaient dans des villes, ils avaient une économie monétaire. Dans le sud-est de la Gaule, la monnaie était alignée sur le denier romain. Ils avaient des routes et finalement leur structure sociale n'était pas très différente de celle des Romains, si bien qu'ils ont pu être romanisés, entre guillemets, sans tellement de difficultés, parce qu'il n'y avait pas de gap entre l'organisation sociale des cités gauloises et l'organisation romaine, alors que la colonisation européenne dans beaucoup de parties du monde, à partir du 19e ou 20e siècle, va complètement détruire des sociétés parce qu'elles étaient d'une organisation beaucoup plus différente. Donc les Gaulois, c'est ça, c'était beaucoup plus complexe. Il y avait des fermes échelonnées très régulièrement. Il y avait une agriculture extrêmement prospère. C'était le grenier à blé de Rome avec l'Égypte. Ils avaient inventé le tonneau. Ils avaient une sorte de moissonneuse aussi. Donc c'était pas du tout les sauvages. Mais c'est vrai que encore aujourd'hui, quand on dit nos ancêtres les Gaulois, ça fait sourire. On pense à Astérix, aux gauloiseries, et c'est pas vraiment des ancêtres dont on est très fier. Et d'ailleurs, les milieux conservateurs s'accrochent plutôt au baptême de Clovis qu'aux Gaulois. Ouais, totalement. Il paraît qu'il y a un non-événement, mais aussi le baptême de Clovis. Il y a beaucoup de non-événements de l'époque et qui sont aujourd'hui ressortis comme des éléments fondateurs de notre identité nationale, alors que d'autant il y avait très peu dans le cadre du baptême de Clovis. Ce que vous expliquez, c'est qu'il y avait juste Lavide de Vienne qui avait émis une lettre, il me semble, pour dire qu'il ne pouvait pas assister au baptême, et c'est juste cet élément-là qui permet de situer en vrai le baptême de Clovis qui est récupéré en fait. Oui, en fait, on ne sait toujours pas la date à 15 ans près. On l'avait fêté en 1996, mais le seul argument, c'est qu'il avait déjà été fêté en 1896, mais sans fondement. Donc on ne sait pas la date, on ne sait pas vraiment où c'était, on ne sait pas si c'était forcément à Reims. Et il y a un excellent livre de mon collègue Bruno Dumézil qui s'appelle Le baptême de Clovis, justement, où il dit que les récits principaux, notamment celui de l'évêque Grégoire de Tours, sont postérieurs de plus d'un siècle. Donc tout ça, on a brodé, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la Gaule est déjà chrétienne depuis plus d'un siècle, parce qu'avec l'empereur romain Constantin, puis l'empereur Théodose, c'est le christianisme qui devient la religion unique de l'Empire et qui va faire que le christianisme, du coup, se répand très, très vite, effectivement. Donc Clovis, et on oublie aussi de dire que la plupart des barbares, entre guillemets, les Visigoths, les Ostrogoths, les Burgondes, les Vandales, etc., quand ils pénètrent de l'Empire, pacifiquement ou pas, des fois avec des traités avec les Romains, mais ils sont déjà tous chrétiens. Donc quand le pape Jean-Paul II dit « France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» En fait, c'est malheureusement un contresens historique. C'est après qu'on va broder de plus en plus, que va apparaître quelques siècles après le miracle de la colombe qui descend en apportant une sainte ampoule, etc., etc. Mais en réalité, c'est effectivement un non-événement. C'est un chef de guerre qui arrive avec ses guerriers pour prendre le contrôle de ce morceau de l'Empire romain en décrépitude, et qui se fait chrétien pour mieux s'insérer, parce qu'ils sont 100 000 francs dans 10 millions de Gallo-Romains, et de fait, ils vont être noyés très, très vite, puisque, comme on disait tout à l'heure, on est en train de parler français
français, mais c'est une langue romane. Ouais. C'est pas le francique que parlaient Clovis et ses guerriers. Et il ne va pas rester grand-chose. Justement, il va rester le nom de la France, du français, de notre monnaie de jadis. Mais sinon, tout le reste disparaît, ce qui fait que ce n'est pas non plus des ancêtres très estimables, puisqu'ils ont été vaincus cette fois culturellement. Ils nous ont laissé quelques dizaines de mots, mais c'est tout. Mais comment ça se fait qu'on ait gardé ce nom-là de France? Alors, Parce que au début, les rois se disent des fois roi des Francs, quoi, puisque c'est les Francs de Rex Francorum, ce genre de choses. Donc c'est plus ou moins resté, sachant que c'était quand même Clovis, justement, son empire, il était bien plus vaste que la France actuelle. Et quand il meurt, son empire qui s'étendait aussi sur l'Allemagne et la Belgique, il est découpé entre ses 4 fils. Et donc, ça ressemble encore moins à la France actuelle. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs cartes dans le livre. Donc, ce nom de Franc va continuer. Par exemple, quand les 3 petits-fils de Charlemagne se partagent l'empire de Charlemagne, qui déborde largement aussi sur la Belgique, le nord de l'Italie, l'Allemagne, on parlera d'une Francia occidentale. Au milieu, on a la Lotharingie et la Francia orientale. Donc ce nom va continuer, mais c'est à peu près la seule chose qui va rester. Charlemagne, il est d'abord, quand il se fait couronner empereur en 800 à Rome par le pape, il est d'abord couronné comme empereur romain, quoi. Il est la poursuite de l'empire romain qui, bien que l'empire existe plus depuis 400 ans, ça reste le prestige. Et d'ailleurs, l'Autriche, ça sera le Saint-Empire romain germanique jusqu'au début du 19e siècle. Il y a toujours ce prestige de l'empire. Et donc Charlemagne, il est empereur des Romains, empereur de Rome, et il est aussi roi des Francs et roi des Lombards, et plus un certain nombre d'autres titres. Donc ce nom va continuer, mais sans qu'il ait beaucoup de signification, effectivement. On parlait du français aussi, qui est notre langue et qui, pareil, est le fruit de plusieurs mutations. Oui. Vous parlez dans le bouquin notamment de l'apport, que ça soit de l'hébreu, de l'italien, de l'arabe. À partir de quand, puisque avant le français, c'était pas homogène. Les personnes parlaient d'autres langues, ils avaient leur propre langue maternelle. Et ce qui est souvent dit, c'est qu'il y a l'acte fondateur, l'acte qui permet de diffuser le français, c'est le décret de Villers-Cotterêts. D'ailleurs, vous citez à un moment dans le bouquin le fait que Emmanuel Macron, justement, souhaite remettre en avant le fait que ce décret-là était important dans notre identité nationale. La réalité, c'est que c'est pareil, c'est que vous catégorisez comme un non-événement, puisque c'est pas à partir de ce moment-là que le français réellement va s'imposer. Mais est-ce que avant cela, il y avait quand même des personnes qui parlaient français, c'était vraiment du coup plus l'élite qui parlait cette langue? Mais c'est-à-dire, dans la mythologie nationale, on va voir dans tous les livres scolaires ou ailleurs que le plus vieux texte en français, ça serait les serments de Strasbourg, où les deux des petits-fils de Charlemagne se jurent aide mutuelle contre leur 3e frère, Lothaire, avec qui ils se réconcilieront un peu plus tard. Donc c'est un texte qui est censé, qu'on va parler, on va dire que c'est le plus ancien texte en français, mais si vous le lisez, il est facile à trouver, vous ne comprendrez rien. Et même 3 siècles après, la chanson de Roland, qui est censée être aussi emblématique, Charlemagne, et Sarrazin, etc., vous ne comprenez pas grand-chose non plus. Donc le français lisible, c'est fin du Moyen-Âge avec François Villon et surtout début
début de la Renaissance avec du Bellay, Malherbe, etc. Et effectivement, comme vous le disiez, il y a cette fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 sous François Ier qu'on interprète comme la naissance le français devient langue officielle. En fait, c'est pas du tout ce que dit l'ordonnance. L'ordonnance, c'est une série d'articles qui porte sur c'est plus d'une centaine d'articles, et il y en a un qui dit: pour les actes juridiques, désormais, on ne les fait plus en latin, puisque plus personne ne la comprend. Ça fait quand même 1000 ans que l'Empire est fini. Donc, on le fait en langage maternel français. Alors que si on lit très vite, on dit bah oui, c'est le français, etc. Mais en fait, ça veut dire dans une langue, des langues maternelles de France. D'ailleurs, l'ordonnance de Charles IX, un peu plus tard, qui reprend celle de Villers-Cotterêts, dit on va rédiger en français ou maternel. Ça veut dire que effectivement, ça va être tantôt en breton, tantôt en basque, tantôt en différents dialectes occitans. Le français devient vraiment la langue administrative officielle que sous la Révolution en 1793. Là, tous les actes administratifs, quels qu'ils soient, doivent être en français. Mais pendant cette même Révolution, il y a une enquête qui est faite par l'abbé Grégoire et qui conclut qu'il n'y a que 10% de la population qui parle le français standard. Les autres parlent différents dialectes, langues qui n'ont rien d'autre, enfin qui sont tout à fait différentes du français standard. Et l'encyclopédie de Diderot dit un peu avant exactement la même chose. On ne parle la langue que dans la capitale et alentour. Et on sait très bien que la génération qui est de Françaises et de Français qui est en train de disparaître, il y en a un certain nombre dont la langue maternelle encore, dans le premier quart du XXe siècle, n'était pas le français standard. Donc, si on est défini par une langue, par sa langue, eh bien, effectivement, l'idée d'une France éternelle ne tient pas debout, à la fois parce qu'effectivement, le français ne date que de la Renaissance, mais pendant longtemps, ça va être uniquement la langue de l'Île-de-France, la Touraine, et puis les élites dans les différentes régions de France. Mais sinon, chacun, dans les villages, les petites villes, toutes ces communautés différentes avaient des langues tout à fait différentes. C'est la Troisième République qui, en même temps qu'elle construit le roman national, va éradiquer de force les langues régionales. L'histoire bien connue des malheureux écoliers qui sont punis, qui sont obligés de se dénoncer les uns les autres, qui sont stigmatisés s'ils parlent autre chose que le français. Mais effectivement, la plupart apprennent le français à l'école. Ouais, il y a beaucoup de régions aujourd'hui qui se plaignent de cet écrasement qui a eu lieu. Et c'est que récemment, il semble que vous en parlez dans le bouquin, de ce moment où on commence à s'inquiéter du fait que toutes Oui. ces langues régionales commencent à disparaître. Et, parce que, comme vous venez de le dire, c'est assez récent. Oui. Et je crois qu'il n'y a que la Bretagne qui tient à garder aussi sa langue. Il y a plusieurs régions où on a des écoles qui enseignent dans la langue régionale. Donc les écoles d'Iwan en Bretagne, les calandrettes dans le Languedoc, etc. On en est au Pays Basque, en Alsace. Mais en fait, comme ça, c'est plutôt les classes aisées qui mettent leurs enfants dans le cadre du séparatisme scolaire qui sinon est... Comme le public privé. Eh bien oui, c'est un peu la même chose. C'est d'ailleurs des écoles privées. Elles sont tout à fait méritoires. C'est pas ce que je veux dire, mais cette éradication de la République qui se voulait une et indivisible, si elle avait besoin de le dire, c'est que c'était pas si évident que ça. Et comme je dis dans le livre, d'une certaine manière, il faut se représenter la France comme un État colonial, c'est-à-dire pas seulement les colonies outre-mer, mais c'est d'un petit domaine royal centré sur l'Île-de-France, la Touraine, etc., petit à petit, par conquête militaire, beaucoup, la croisade des Albigeois, la Lorraine, l'Alsace, les Flandres, va s'étendre, mais ça aurait pu partir de la Bourgogne ou des comtes de Toulouse, mais c'est parti du centre de la France, et va effectivement, militairement, ou par mariage plus ou moins forcé pour la Bretagne, ou par achat comme
la Corse ou par échange au XIXe siècle pour Nice et la Savoie, va constituer ce territoire très hétérogène et qui va être ensuite francisé de force, comme l'ont été dans le même temps les colonies extra-européennes, dont il reste encore quelques morceaux. Et le français qui définit ce qui est souvent rappelé, le fait de notre identité, parce qu'il y a, au travers de la littérature, des textes, de tout ce qu'on a, c'est aussi une langue aujourd'hui, du fait de la colonisation, qui appartient à d'autres Oui, et qui est en pleine aussi mutation. Et dans ce livre, il y a aussi ce passage où vous décrivez comment l'anglais aussi s'infiltre dans notre langue. oui. Et de l'autre côté, ce qu'on observe, c'est aussi dans les territoires ultramarins, une langue qui se créolise. Oui, oui, oui. Et en Afrique, c'est pareil, le français Oui. est complètement différent. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, on peut dire aujourd'hui que même le français n'appartient même plus aussi à... En fait, il appartient à l'ensemble de l'humanité. Oui, parce qu'il y a régulièrement, justement, il y a une forme d'association qu'on appelle la francophonie qui se réunit régulièrement, puisqu'effectivement, c'est la langue véhiculaire dans un certain nombre de pays africains, puisque il n'y a aucun rapport entre les vraies frontières culturelles et ethniques et les frontières politiques actuelles, celles de la colonisation. Donc il y a une organisation internationale de la francophonie autour du français, mais effectivement avec des tas d'inventions. Par exemple, les Québécois font la chasse à tout ce qui est anglo-saxon. On ne dit pas spoiler, on dit divulgacher, ce qui est un terme assez joli. Et en Afrique aussi, il y a plein de richesses linguistiques et la créolisation dans les Antilles ou à La Réunion. Ce qui veut dire qu'une langue ne cesse pas d'évoluer. On ne voit pas à quel moment il faudrait la figer, malgré nos amis académiciens qui n'ont rédigé depuis 4 ou 5 siècles 9 éditions successives du français. Moi, même l'envahissement par l'anglo-saxon me gêne pas. C'est comme ça que les langues évoluent. Mais effectivement, la langue des affaires et de la start-up nation, c'est en partie incompréhensible. Le globi. Voilà, c'est ça. Mais Ce qui est d'ailleurs très différent quand on regarde avec l'anglais tel qu'il est parlé dans la vie de tous les jours, l'anglais des affaires oui. est quand même un poil différent de Oui, cet anglais. Oui, bien sûr. Mais effectivement, l'anglais, par ailleurs, s'est imposé comme langue internationale. Par exemple, il y a 50 ans, quand j'allais dans un congrès d'archéologie en Europe, il y avait 4 ou 5 langues normales de communication que chacun manipulait plus ou moins bien. Maintenant, c'est l'anglais globish simplifié qui est imposé à tout le monde. Donc, entre nous, on se comprend à peu près. Les seuls qu'on ne comprend pas, c'est les Anglais, parce qu'ils vont parler très vite, sans nous donner trop de peine. Et donc, effectivement, c'est une période particulière de l'évolution linguistique et de la communication, parce qu'effectivement, cet anglais simplifié, il n'est pas compliqué, il n'y a pas de déclinaison, il y a un ordre des mots assez simple, mais se rappeler que justement l'anglais est aussi un bon exemple de mélange de langues, parce que c'est officiellement une langue germanique, mais il n'y a qu'un quart de son vocabulaire qui est germanique. Tout le reste, une grande partie vient du français, du latin et d'autres parties. Mais du coup, comme son côté un peu créole, voire pidgin, fait que c'est une langue simple et donc simple à manier si on lit pas la littérature. C'est un peu l'espéranto. Oui, c'est ce que aurait dû être l'espéranto, en fait. Oui, on a essayé fin 19e plusieurs langues comme ça. L'espéranto, il était calqué plutôt sur les langues romanes, mais effectivement des langues simples et très logiques, mais qui n'ont jamais vraiment pris, même s'il y a toujours des sociétés qui se parlent en espéranto. Mais donc c'est plutôt cette langue, cet anglais officiel, un peu artificiel, qui s'est imposé pour l'instant, y compris dans l'Union européenne, alors que les Anglais sont partis, mais néanmoins, c'est l'anglais, lui, est resté. Alors qu'il y a un temps, c'était le français qui était au cœur des institutions européennes ou même des échanges à l'échelle européenne, c'était davantage le français que l'anglais.
Ben, l'anglais était tout à fait marginal. Mmh. Au XVIIIe, XIXe siècle, c'est non seulement la langue diplomatique, la langue officielle, mais c'est même la langue qu'on parle à la cour du roi de Prusse, à la cour de Russie, et que, que les élites, la bourgeoisie va parler dans beaucoup de pays. Je me souviens d'avoir rencontré dans les années 70 une dame bulgare âgée qui me disait, dans l'entre-deux-guerres, à la maison, en Bulgarie, c'était le cas aussi en Roumanie, on parle français. Et mon père me disait, tu parleras bulgare dans la rue ou avec les domestiques. Et donc c'était vraiment statut du français. C'était la seule langue dans les congrès internationaux. J'ai vu des débats fin 19e où des Allemands ou des Anglais demandaient est-ce qu'on pourrait pas aussi parler en allemand et en anglais, et les Français disant non, sinon on se comprendra plus, il n'en est pas question, etc. Donc effectivement, c'est parce que la France au XVIIIe siècle est la principale puissance continentale, et en plus avait une force de frappe culturelle assez forte, des écrivains comme Voltaire, Diderot, etc., qu'elle s'est imposée un temps, mais ça n'a eu qu'un temps. Ouais. Parce que même l'Académie française, on a l'impression aujourd'hui qu'ils sont très peu écoutés et que dans tous les cas, cette langue, elle va muter. Dans tous les cas, on peut rien y faire. Bah oui, parce que de toute façon, ils sont tellement lents à écrire. Et d'ailleurs, dans mon livre, je mets quelques critiques qui ont été relevées, comme une femme est caractérisée par ces critères biologiques qui lui permettent la reproduction, quelque chose comme ça, ce qui ferait qu'une femme stérile ou ménopausée ne serait pas une femme, si on prend les critères. Mais bon, je referme la parenthèse, si bien qu'en fait, il y a une délégation à la langue française auprès du gouvernement qui, elle, va plus vite pour essayer de trouver des substituts au terme anglais. Des fois, ça marche. Par exemple, on ne dit pas software, on dit logiciel. Enfin, il y a des choses qui fonctionnent, mais qui effectivement doublent l'Académie qui, malgré le respect que je lui dois, ne sert pas à grand-chose de ce point de vue. Et dans ce cas-là, de software, c'est très rare que j'entende quelqu'un dire software, on entend plus logiciel, oui, donc ça a marché en plus. Oui, là, ça a marché, mais je m'amuse pendant une page de montrer tout l'anglais des affaires, que moi, je ne comprends qu'une petite partie d'ailleurs, sans compter tous les calques linguistiques. Maintenant, on dit avoir un agenda pour dire un programme, hein, alors qu'avant, un agenda, c'était juste un petit carnet dans lequel on écrivait les choses, et où on parle de l'effet waouh, pour dire de la surprise, alors que waouh, c'était une interjection purement américaine dans les années 70, et puis après, c'est mis... mais comme je dis aussi, il y a plein de mots arabes dans le français sur lesquels... comme Toubib ou Nikkei ou d'autres, dont on ignore même la plupart du temps l'origine. Mais cet anglais, enfin ce français mélangé, mixé avec l'anglais des affaires, c'est aussi, j'ai l'impression, pour être entre deux régions, entre Paris et les Hauts-de-France, que c'est un moyen aussi de se distinguer aussi. Qu'il y a aussi quelque part une sorte de distinction quand on vient ici, que des personnes puissent parler cette langue-là et qui pourraient potentiellement ne pas être compris par d'autres. Oui, de même qu'on va avoir un certain nombre d'habitus, comme disait Bourdieu, le sociologue, pour se reconnaître entre soi et se distinguer, exactement comme il y a l'argot des banlieues ou l'argot du rap. Enfin, je cite aussi le début de célèbre Dja de Akamura, où c'est pareil, un académicien, il comprendrait que la moitié du texte. Donc c'est effectivement le langage. Même si on communique, on essaie aussi d'avoir, comme l'argot ancien au XIXe siècle, ça permet justement de se caractériser, de se reconnaître et de se différencier. Il y a une période qui est cruciale aussi dans l'écriture, dans le développement aussi de la langue, c'est le Moyen-Âge. Il y a aussi le développement du roman au Moyen-Âge. Et pour autant, on pense souvent
que le Moyen-Âge, c'est une période sombre, c'est une période où il ne s'est rien passé. Elle a duré pourtant 1000 ans. C'est ancré, et même dans... Je pense qu'on retourne au collège, Oui, bien sûr. en école primaire, on nous vend que le Moyen-Âge... En fait, on consacre très peu de temps au Moyen-Âge, et c'est une période qu'on connaît mal. Et qu'on se consacre sur la Renaissance comme si c'était une période morte. D'où ça vient ce truc du fait que le Moyen-Âge, ce serait une longue nuit, comme on dit certains historiens. Oui, ténèbres, c'est une reconstruction de la Renaissance, effectivement, pour se différencier. Parce que, en même temps, effectivement, pendant tout le Moyen-Âge, c'est l'Église catholique qui tient complètement la société, la culture, l'idéologie. Et à la Renaissance, on redécouvre toute la civilisation gréco-romaine. Il y a une célèbre lettre de Gargantua à son fils Pantagruel, écrit par Rabelais, qui lui donne son programme scolaire, où justement il faut qu'il apprenne le grec, le latin, l'hébreu, etc. Donc c'est une redécouverte, et qui fait qu'on va justement s'opposer, ce qui est, au lieu de dire c'était mieux avant, là ça va être l'inverse. C'est mieux maintenant. Et donc, on va noircir le Moyen-Âge. On dit art gothique, ça nous paraît normal, hein, mais en fait, ça veut dire art des Goths, c'est-à-dire des barbares goths. On va tout barbariser, ça va devenir les invasions barbares également. Et tout va changer, puisqu'effectivement, l'architecture, maintenant, va revenir à l'architecture antique. On n'a plus des lignes courbes comme l'art roman ou brisées comme le catholique. Au contraire, on a des lignes droites, orthogonales, des frontons triangulaires, des colonnes, etc. Si on regarde Versailles ou beaucoup d'autres choses. Donc c'est un retour à l'Antiquité qui, comme on la redécouvre quand même grâce d'une part aux moines qui pieusement avaient recopié les textes antiques, parce que des textes on n'a plus les originaux de l'époque, sauf quand on tombe sur des papyrus égyptiens, par exemple. Ce qu'on a, c'est des parchemins du Moyen-Âge qui ont été recopiés. Et puis également, grâce aux Arabes aussi, qui avaient gardé paradoxalement plus de vestiges de l'Antiquité, ne serait-ce que les termes aussi, pour se baigner. Le Moyen-Âge n'est pas très propre et oublie complètement, alors que les hammams, etc., cette tradition-là grecque et romaine va perdurer dans le sud de la Méditerranée. Donc les Arabes vont être aussi un des véhicules qui vont refaire surgir les textes grecs et romains. Donc effectivement, la Renaissance, c'est en toute modestie appelée Renaissance. Donc, comme vous le disiez, c'est parce qu'après, on était mort. Après, on a le grand siècle. Les autres étaient petits. Après, on a les Lumières. Donc, ça veut dire qu'avant, c'était noir. Donc, c'est toute cette reconstruction de l'Ancien Régime, de la Renaissance à la Révolution. Alors qu'il y avait des grandes avancées dans le Moyen-Âge. Et il y avait eu cette redécouverte du Moyen-Âge... avec Jacques Le Goff notamment, qui a eu un énorme impact aussi sur le plan historique pour redécouvrir cette période qui est vraiment, je trouve, souvent décriée. On parle même d'une première révolution industrielle pour le Moyen-Âge. C'est le développement de tous les moulins, notamment hydrauliques, pas seulement pour faire de la farine, mais pour tas d'autres activités industrielles, le textile, les grandes foires nationales ou internationales. Et comme vous le disiez, ça dure 1000 ans. Donc, entre les premiers siècles et les derniers, il n'y a aucun rapport. Les châteaux forts si emblématiques, c'est vraiment tout à la fin. Et c'est une période donc très ambiguë, parce que on va dire on n'est plus au Moyen-Âge, souvent pour dire, mais en même temps c'est ce qui nourrit une grande partie de notre imaginaire, hein, Ivanhoé, les déguisements de chevaliers et de princesses, d'où le titre du chapitre, de sorcières, dragons. Oui, c'est ça. Game of Thrones, etc. Tout ça, c'est un imaginaire qui est beaucoup plus riche que... c'est l'imaginaire le plus riche dans les contes, les représentations, etc. Ce qui fonctionne très bien en plus, dans la littérature, dans les films, les séries. Oui, bien sûr. Oui. Il y a
pour terminer cet entretien, j'aurais voulu aborder aussi cette question-là de nation Oui. qu'on a un peu abordé dans cet entretien. Euh, Cette idée de nation, au final, c'est une idée assez occidentale. Parce que Mm. aujourd'hui, la nation, on retrouve, il me semble, 210 pays dans le monde. Cette idée-là de se constituer en tant que nation, c'est assez récent. Et est-ce que ce mythe national, on le retrouve aussi, que ce qu'on retrouve en France, on le retrouve aussi ailleurs dans d'autres territoires Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut parler sérieusement de nation et de sentiment national et de sentiment d'appartenance qu'avec la Révolution et le romantisme, l'idée d'une communauté de citoyens. Avant, on n'avait pas de citoyens, on avait les sujets de rois. Les rois, ils étaient de droit divin, c'est Dieu qui les avait mis en place, ils étaient sacrés. Leur personne était sacrée, ils étaient sacrés à Reims pour la France, et donc ils avaient des sujets. Et les sujets, ils n'avaient qu'à obéir. Et de toute façon, comme à l'époque, les distances sont très grandes, et bien les gens ont bien un sentiment d'appartenance communautaire à leur village, à la région, avec leur langue, etc. Mais l'idée de se sentir français et citoyen français n'avait aucun sens. Donc ça naît là, à partir de ce moment-là. Et ça va se développer, l'Allemagne qui va être qui est complètement partagée à l'époque entre toutes sortes de royaumes, un empire, des principautés. Petit à petit, au cours du 19e siècle, se forge aussi un sentiment national allemand, d'abord fondé sur la langue. Mais la plupart des nations sont très récentes. Les nations d'Amérique du Sud se mettent en place au 19e siècle avec des changements de frontières réguliers. Et les pays africains, c'est la deuxième moitié du 20e siècle, avec effectivement des frontières qui sont celles des puissances coloniales et qu'on n'a pas voulu remettre en cause parce que sinon c'était sans fin. On l'a fait un petit peu en détachant le Soudan du Sud du Soudan du Nord, mais ça n'a pas été une le très plus jeune grande... pays. Oui, c'est le plus jeune, mais parce que c'était aussi musulman, catholique, enfin chrétien, c'est pas non plus une grande réussite. Donc en principe, on l'a pas remis en place, mais on n'a pas remis en cause. Mais si on projette sur une carte les frontières des communautés ethniques, des langues et les frontières actuelles, ça n'a aucun rapport. Mais là, il se forme néanmoins petit à petit un sentiment national. On va parler d'ivoirité, par exemple, Côte d'Ivoire, alors que c'est un pays qui est effectivement à l'origine pas du tout homogène, mais donc chaque pays va effectivement se construire de fait son roman national. En plus, c'est l'une des conséquences de la colonisation et de la conférence de Berlin de 1884. Oui. 85, oui. Ouais. Qui avait duré 2 ans, il me semble. Oui, c'est vrai, oui, vous avez raison. 1884-1885 avec Bismarck. Oui. Et donc de ce fait-là, même c'est tout ce qu'on a aujourd'hui, ce à quoi ces pays sont confrontés, c'est aussi de ce fait-là. Oui. Oui, les grandes puissances se partagent progressivement, des fois marchandes, des fois sont prêts à s'opposer, comme la France et l'Angleterre. Fachoda, ça s'appelait. Mais bon, on se met petit à petit, effectivement, d'accord pour le partage du monde. Et à la fin, en 1914, il n'y a plus que 2 pays indépendants en Afrique, l'Éthiopie et le tout petit Libéria. Et en Asie, la Chine est sous tutelle, le Japon sous surveillance. Et à part la Thaïlande, toute l'Indochine, ce qu'on appelait l'Indochine, est contrôlée. L'Inde est aux mains des Anglais, les Russes descendent de l'autre côté, l'Afghanistan sert un peu de barrière intermédiaire, mais effectivement, les Européens prennent le contrôle du monde et un contrôle qui est en train de se terminer. Ouais. Alors, il y a encore un peu de marge, mais c'est vrai qu'on est en pleine période Enfin, il y a beaucoup de basculements en ce moment. Oui. D'autant, par exemple, même en Afrique, avec ce qui se passe, on voit qu'il y a un rejet de plus en plus aussi de la France-Afrique. Oui, donc, il y a vraiment des basculements qui sont en train de se faire. Mais en même temps, la domination européenne du monde aura duré 500 ans. C'était la durée de l'Empire romain, durée normale pour un empire, même si on peut parler d'un empire européen. Même si c'est des nations différentes, mais effectivement, il y a des reflux. Là, on ne sait pas quel sera le prochain empire, mais on va voir.
Surtout que si on prend par exemple les États-Unis, ils n'ont pas la même conception de leur impérialisme est Oui, quand même différent, là où les Européens vont d'abord, si on prend par exemple même la France qui agit, qui impose, qui oui, arrive, on prend par exemple les États-Unis, on va bientôt recevoir l'auteur des Occupants, oui. et des États-Unis et du Japon, ils n'avaient pas du tout la même façon d'imposer d'imposer leur hégémonie Oui. que les Européens. Même entre la France et l'Angleterre, c'était différent parce que l'Angleterre a laissé les élites locales en place, si bien que la décolonisation, à rares exceptions près, c'est pas trop mal passé, alors que la France a voulu justement répandre la civilisation et donc a déstructuré complètement ces sociétés, si bien que on ne sort pas des suites de putsch et autres. Ouais. D'ailleurs, on aurait pu parler de ça, du fait que sous la Troisième République, parce qu'on en a un peu parlé, mais que c'est sous la Troisième République qu'il y a cette idée coloniale qui est vraiment présente. Oui, On a tendance à, je sais pas, dans l'imaginaire, on a souvent, j'ai l'impression, tendance à remonter un peu plus loin, oui. alors qu'en fait, c'est assez proche. Et parce que pareil, c'est à peine un siècle Oui, oui, et oui, demi, parce quoi. qu'il y a eu un premier empire colonial français, Canada, Louisiane, Inde, qui est perdu face aux Anglais au milieu du XVIIIe siècle. Et puis on reconstitue d'abord la conquête de l'Algérie, mais c'est encore isolé. Et c'est surtout avec la Troisième République. Enfin, ça commence un peu avec Napoléon III, mais surtout la Troisième République qui va étendre la colonisation. Merci beaucoup, Jean-Paul Demoule. C'était un Merci. véritable plaisir d'échanger autour de cet ouvrage. Du coup, La France éternelle, une enquête archéologique aux éditions La Fabrique. Et du coup, il y a le deuxième bouquin aussi aux éditions Les Arènes. Voilà. Merci beaucoup. Merci.